Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Je m'appelle Julie Théa. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu, le but de l'émission est destiné à promouvoir la lecture. Nous recevons donc des écrivains qui veulent partager leurs récits avec nous afin de vous les faire découvrir. Mesdames et messieurs, c'est pour vous inciter à les lire. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité. Il s'agit donc de monsieur Pierre-Yves Vaillant qui va nous parler de son livre Sarabande lyonnaise. Bonjour, monsieur Pierre-Yves Vaillant. Bonjour et merci pour votre invitation. Oui, bienvenue sur Parlons de livres. Nous allons donc parler de Sarabande lyonnaise. Bon, c'est un petit peu la tradition de l'émission, monsieur Vaillant. Je vais vous demander de vous présenter brièvement au public. D'accord. Alors moi, donc je suis natif du département de l'Ain, qui n'est pas très loin donc de Lyon. J'habite à Lyon depuis maintenant une dizaine d'années, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Alors pour autant, mon parcours n'est pas aussi rectiligne qu'il y paraît, puisque l'Ain c'est à côté de Lyon, mais entre-temps il s'est passé pas mal de choses. Donc j'ai suivi un cursus de lettres modernes dans le département de la Réunion, où est native ma maman, donc j'y suis resté 2 ans. Et puis, suite à quoi, je me suis rendu à Paris, où là, j'ai suivi un cursus totalement différent. J'ai suivi des études commerciales et j'ai travaillé dans un établissement bancaire pendant près de 10 ans. Et donc, d'abord, moi, j'étais chargé donc de relations clientèle particulier. Je suis passé sur le marché des professionnels. J'ai fait une petite incartade dans le courtage de prêts immobiliers pendant peu de temps, moins d'1 an. Et puis, suite à quoi, donc, je suis venu à Lyon. Actuellement, donc, moi, je suis fonctionnaire. Je travaille dans une administration, donc, à Lyon. Et voilà, je suis installé depuis un certain nombre d'années sur place. Voilà. D'accord. La ville lumière, c'est ça, Lyon? La ville, exactement. Alors, on a à Lyon, effectivement, beaucoup d'allusions sur la ville lumière. C'est le cas, puisque d'abord, c'est la ville où sont nés les frères Lumière. Donc, vous avez un institut qui s'appelle l'Institut Lumière, qui n'est d'ailleurs pas très loin de chez moi pour l'anecdote, et qui diffuse des films, qui fait un festival d'ailleurs chaque année. Notamment, il y avait Quentin Tarantino qui avait été lauréat à un moment donné de ce festival. Donc, et j'y vais très régulièrement parce que moi, je suis assez cinéphile. Et puis Ville Lumière aussi parce que Marie, donc voilà, c'est la fête des Lumières qui se fait en décembre. Donc là, c'est plutôt une fête religieuse pour célébrer Marie qui aurait permis d'éviter aux troupes prusses de marcher sur Lyon. Et donc depuis, on rend hommage à Marie tous les 8 décembre. Oh ben super ça. Alors, monsieur Vaillant, vous allez donc nous expliquer qu'est-ce qui se passe à Lyon. Vous allez nous faire dire aux auditeurs, oui. Sarabande lyonnaise, voilà de quoi vous parlez. Quelle est cette bande à Lyon? Ok. Donc, Sarabande lyonnaise, c'est un récit, c'est un road trip urbain qui est partagé entre Lyon et Paris, mais qui se passe principalement à Lyon. L'action est principalement à Lyon. Alors, Sarabande, ça renvoie à une danse qu'on connaît, mais qui est une danse à la fois classique. Et puis, en même temps, il y a aussi un autre sens à la sarabande qui est ce qui était utilisé les soirs de sabbat, soi-disant par les sorcières. Enfin, donc, il y a ce côté un peu sulfureux aussi. Et ce qui m'a plu, c'est ce double sens, justement, qui, à mon avis, correspond justement au double sens du livre. Alors, l'action principale se situe donc à Lyon. Il s'agit entre autres d'un narrateur qui est taraudé par des questions, on va dire, existentielles, et tout ça se fait à travers le prisme de son couple et de sa vie de couple qui va connaître un certain nombre de remous, de transgressions, il va y avoir beaucoup de flashs aussi qui vont lui permettre progressivement à ce narrateur de se retrouver dans ce qu'il est, mais le chemin va être, on va dire, complexe. Donc c'est finalement un récit initiatique pour moi, qui débouche justement sur une transformation du narrateur à l'issue donc de cette traversée, qui est un road trip aussi bien, je dirais, physique, il se déplace, mais aussi intérieur, c'est-à-dire qu'il y a les déplacements, ce qu'il voit, les changements qu'il voit s'opérer autour de lui, rentrent aussi en lui et l'impact.
Donc, si je devais résumer, voilà le récit, ce serait plutôt ça sur le côté, on va dire factuel. Après, sur le fond, on va dire que sur la forme. Donc, il y a un côté, une flamme un petit peu qui progressivement s'insinue au fur et à mesure du récit, une flamme un peu rock'n'roll qui va, amener justement le narrateur à faire éclore certaines vérités qu'il ne voulait pas au début voir et qui vont finir par s'imposer à lui. Exact, exact. Alors, vous parlez en disant le roman, effectivement, comme vous dites, ça nous pousse à nous poser des questions existentielles. Hein. Vous parlez de ces personnes, en guillemets, ratées. Hein, ratées. Oui. Vous parlez du sens de la modernité. On se demande c'est quoi la modernité? C'est avoir un travail, c'est avoir des biens, vous voyez? Et à travers le personnage, le narrateur, effectivement, comme vous dites, il fait une introspection. Il a plein de flashs aussi, hein, qui lui servent, si vous voulez, à essayer de trouver sa place ou peut-être à justifier sa vie aussi. C'est exactement ça. C'est vraiment une quête. Le narrateur vit une quête personnelle, en fait. Et donc, ça passe à travers un certain nombre d'interrogations et à travers le prisme de la vie de couple et de l'érotisme. Voilà. Puisqu'en fait, le choix de cet angle de l'érotisme qui est présent dans le bouquin, c'est un choix en fait pour que justement ça parle au lecteur parce que c'est quelque chose qui est vivant, qui est viscéral, qui n'est pas juste purement théorique. Je voulais que ce soit un roman qui parle aux gens, mais de façon plutôt pratique. Et en même temps, effectivement, observer ce qui se passe autour de soi. Je ne voulais pas je voulais quelque chose qui parle de la société, en fait, qui soit en prise avec le monde contemporain et qui soit pas dans une bulle où il ne se passe rien et on reste totalement dans son univers fantasmagorique. Je voulais qu'il y ait des prises justement sur le réel pour interpeller, vous parliez d'ailleurs tout à l'heure du personnage raté, donc c'est Jeff. Alors ce personnage, il a été construit justement alors c'est un personnage secondaire, mais il a été construit effectivement d'une certaine façon où c'est un peu, moi je dirais le double du narrateur s'il n'avait pas rencontré sa compagne, s'il n'avait pas rencontré Eva. Donc son cheminement en fait, son salut vient de sa rencontre avec Eva, de sa vie de couple et de son épanouissement. Et tout, vient de là. Tout à fait. Parce que lui-même parle justement d'une bande de quarantenaires là, qui se cherchent, qui mènent un peu des vies de patachons, là. C'est ça, hein? Voilà. Oui, c'est ça. Des termelado, bon. Oui. Tout le temps. Et c'est la fuite en avant, finalement. C'est ça aussi. C'est un peu vouloir tout le temps être en état de fête perpétuelle, etc. Mais à un moment donné, tout ça, toute cette instantanéité que nous impose le monde moderne, parce que tout est dans l'instantanéité, tout est dans la seconde, à un moment donné, il faut aussi, je pense, prendre du recul, quoi. Et l'air de rien, je trouve que dans le monde moderne, prendre du recul, c'est devenu quelque part un luxe. On a de moins en moins le temps, la possibilité de le faire. Et peut-être que du coup, à travers la littérature et la lecture, on permet de se remettre un petit peu à flot à ce niveau-là. Exact. J'ai aussi vu quand même un sujet qui revient à chaque fois, qui est d'actualité, c'est les rencontres sur Internet. Des rencontres par Internet. Oui, ça apparaît au début. Des rencontres, tout ça sur Internet. Ça aussi, le narrateur explique un petit peu. C'est quand même assez biaisé, hein, rencontrer des gens sur Internet. Hein? Effectivement, alors en fait, ce dont il s'agit du début qui commence un peu fort à ce niveau-là, qui en parle de façon un peu drue, mais néanmoins, l'objectif c'est quoi? C'est de montrer qu'il y a une sorte de massification, de culture de masse des rencontres en fait. Finalement, c'est devenu un moyen de rencontre comme un autre. Moi, j'ai rien contre. Je suis ni pour ni contre. Simplement, je constate que les gens
ont adopté dans leur vie quotidienne un comportement de consommateur pour tout sans forcément s'en rendre compte. Voilà. Sans forcément que ce soit conscient, et font un peu des asymptotes publics, des graphiques, pour tout, pour choisir leur tube de dentifrice au supermarché, tout comme, je force le trait, mais un petit peu pour rencontrer quelqu'un sur Internet, quoi. C'est un peu ça. Voilà. De façon caricaturale, j'en conviens, mais c'est un peu ça quand même. Il y a un peu cet esprit de. D'ailleurs, la plupart des sites sont justement achalandés de façon à ce que ce soit marketé. C'est-à-dire que vous choisissez la personne qui fait 1m74 et non pas 1m75, parce que sinon ça va pas. Et tout est un peu comme ça, et ça en devient totalement ridicule, puisqu'en fait, on passe complètement à côté, pour moi, de la vie. Hein. On est à côté, pour moi, à côté du vélo. Maintenant, je conçois tout à fait que ce soit un moyen de rencontre pour les gens qui cherchent une compagne ou un compagnon, il n'y a absolument aucun problème. Le problème, c'est la façon dont c'est fait et les biais qui nous sont imposés sans même, je pense, qu'on l'assimile ou qu'on s'en rende forcément compte, quoi, en fait, finalement. On subit ça, en fait, un peu, je trouve. Voilà, d'où mon passage un petit peu rock'n'roll là-dessus, voilà. Oui. En fait, je me suis marrée parce que vous parlez, mais on se rend compte que c'est pas comme maintenant avec Internet, tout ça, que ça se passait à l'époque, parce que les parents de Jeff vous explique comment ses parents se sont. Ah ben oui. Déjà par annonce dans le journal, et je me suis. Ah c'est vrai, j'y avais pas pensé, oui. Oui, je vais lire le petit passage justement par rapport à l'annonce dans le journal. Je me suis vraiment marrée. Alors le journal de rencontre de chasseurs. Comme vous le dites, vraiment, vous le décrivez, c'est tellement bien décrit. Hein. Parce que, effectivement, vous parlez ils font de la pub, vous savez, même sur Internet, on met une annonce, ils disent c'est pour attirer l'attention, pour capter l'attention. Donc, forcément, toutes les techniques commerciales qu'il faut, voilà, pour rendre attrayantes. Mais alors, vous parlez, il n'y a pas qu'Internet, il y a le journal aussi, le journal de rencontre qui, à la page 109, c'est le père de Jeff qui passe l'annonce. Hein. Oui. Enfin, tous les deux passent l'annonce, en fait, voilà. Et le hasard fait que, à un moment donné, il tombe sur les journaux de ses parents et il voit ça. Voilà. Oui, c'est à quel point les annonces sont, comme vous l'avez dit, vraiment lu l'annonce, mais attendez, lui déjà dans le journal passe l'annonce. Homme âgé de 49 ans, pourvu d'un solide compte en banque, sportif, accro au fitness et à la musculation, passionné de nature et de chasse à course, cherche perles rares, ayant de l'esprit, de l'humour et avec, d'abord et avant tout, une irréprochable dentition. Oui, c'est bon. Alors, tout le monde ne fait pas une annonce comme ça, mais bon, à quelque chose près, oui. Voilà, c'est un peu la caricature, voilà, de ça. Et puis, il allait jusqu'à coller l'annonce à l'arrière de sa bagnole. Hein. Avec sa bagnole. Hein. En parlant de Jeff, il a un certain âge, il a la quarantaine. On s'est dit, oui. Maintenant, c'est Internet, ça va vite, on met une annonce, on l'arrange bien, on met les mots qu'il faut. Mais quand même, Jeff qui a près de 40 ans, c'est que… Déjà à l'époque, ces contacts humains, c'était pas si évident au point qu'on était obligé d'aller passer l'annonce pour trouver la perle rare. Oui, vous avez raison. J'y ai pas forcément pensé en l'écrivant, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, si ça peut vous rassurer, moi aussi, je me suis beaucoup… Bon, on fait pas que se marrer quand on écrit, parce qu'on réécrit beaucoup aussi pour que ça passe. Mais ces passages-là, je me suis effectivement pas mal marré, et puis je les ai un peu, volontairement, j'ai forcé le trait, quoi. Et la dame en retour, la maman, elle, à son tour, marque. Si vous êtes moche, petit, alcoolique, égoïste ou lâche, ne perdez pas votre temps, pas votre chemin. Sinon, prenez quand même la peine de lire mon annonce jusqu'au bout. Jeune femme d'une trentaine d'années cherche homme doux, attentionné, en capacité de me procurer confort et aisance matérielle en vue d'une installation durable. Alors voilà, on a là toutes les perles de ce qu'il ne faut pas faire pour une rencontre sur Internet. Surtout, pour ceux qui nous écoutent, ne passez pas ce genre d'annonce, s'il vous plaît. Vous allez droit à la catastrophe, sinon. Je crois que les deux ont pu se retrouver. Les deux se sont quand même rencontrés, mais bon.
Ça, ouais. C'est dans les romans. Exact. C'est dans les romans. C'est ça. Alors, maintenant, pour parler du couple, donc du narrateur et Eva, Oui. on va dire, comment on les appelle? Ils sont un couple. Libertin, je pense, non? Ah, c'est libertin, c'est ça. Ah, c'est libertin. Oui, c'est ça. Ils sont donc un couple libertin. Oui. Bah, finalement, c'est parce que, plus ou moins, étant déjà célibataires, les deux étaient un petit peu sur la même longueur d'onde, non? C'est ça? Parce que Eva, les clubs, le club où allait Oui, oui. le narrateur, c'est bien là-bas qu'il a rencontré Eva. C'est ça, c'est bien ça. Alors, c'est volontairement opaque au début, puisqu'il ne faut pas que ce soit dit tout de suite. Il faut que ce soit une surprise. Et puis, en même temps, c'est quelque chose d'assez hors du commun, moi qu'on puisse dire. Et donc, effectivement, il fait cette rencontre là-bas. Après, ça peut effectivement, c'est une grille de lecture, ça peut être lié à l'itinéraire personnel, le fait qu'ils aient effectivement été longtemps célibataires et aient voulu tester des choses. Ça peut être aussi une recherche, on va dire, une pulsion de vie aussi dans la recherche de l'érotisme, parce que le narrateur, tout comme Eva, on va dire qu'ils sont dans la même tranche d'âge et se posent les mêmes questions. Et par conséquent, ils se posent la question de leur vie, de ce qu'ils en ont fait, et peut-être qu'ils ont loupé des choses. Et peut-être que, voilà, il y a des choses à tenter qu'ils n'ont pas tentées. Et donc, c'est plus dans l'idée d'expérimentation, en fait, qu'ils sont dans un club libertin. Hein. Après, ça ne veut pas, enfin, comment dire, ça ne veut pas, ce n'est pas dit si les choses sont pérennes ou pas, s'ils continuent à fréquenter ce genre d'endroit ou pas par la suite. Mais voilà, c'est plus une volonté d'expérimentation. C'est comme ça, moi, que je l'ai imaginé en tout cas. Hein. Mm-hmm. Une volonté d'expérimentation des deux côtés. Parce des deux côtés, oui. Enfin, je vous pose la question, c'est juste le narrateur ou la compagne, le côté d'expérimentation? Les deux veulent… Elle est valable pour les deux. Et oui, bien sûr, de toute façon, c'est comme un accord, ces choses-là. Donc, forcément, l'expérimentation vient des deux côtés, parce qu'il faut que les deux soient d'accord. Et on dépeint à la fois que cette expérimentation est finalement… L'idée, c'est quoi? C'est est-ce qu'il faut aller au bout de ses fantasmes? Alors, pas forcément uniquement ses fantasmes sexuels, mais ses fantasmes d'une façon générale, dans l'absolu. Et il y a à la fois, si vous voulez, dans une première partie, l'aspect, on va dire… complexe de la réalisation des fantasmes. C'est pas forcément c'est pas une aubaine, c'est pas comme comme on se l'imagine en fait. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Parfois les fantasmes se réalisent et en fait on n'y trouve pas son compte parce qu'on est déçu par le réel par rapport à l'imaginaire. Et puis il y a une autre façon d'évoquer les choses qui vient à la suite du bouquin où là le fantasme se réalise à nouveau, se refait en fait, on retente l'expérience. Et là, cette expérience, elle est plus, je dirais, satisfaisante, elle apporte le bien-être et la plénitude recherchée. Hein. Après, c'est une façon aussi de lutter contre l'angoisse. Voilà, cette pulsion-là de libertinage et d'érotisme, c'est une façon de lutter contre sa peur de la mort, de la finitude, son sentiment de finitude, en fait. C'est un peu ça, moi, que j'ai voulu mettre en relief. C'est un peu Eros et Thanatos, quoi, un peu le thème, je dirais, qui fait aussi que le roman est partagé entre ombre et lumière, entre des phases un peu mélancoliques, on va dire, et puis des phases plus enlevées, plus échevelées, quoi. C'est vrai. Il y a une dualité que j'ai retrouvée dans ce roman, un petit côté noir. Hein? Oui, d'ailleurs, il est classé en roman noir, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que le narrateur, il a effectivement ce côté un peu pessimiste de la vie. Hein? Oui, alors… Le Big Crunch. Le Big Crunch? Le Big Crunch, en fait, c'est une théorie d'astrophysique qui veut dire que l'univers, au lieu d'être en perpétuelle extension, au contraire, il se rétracte, en fait. C'est-à-dire qu'on revient finalement à l'état initial. Et donc, c'est un peu l'idée de l'éternel retour. C'est un peu ça, la théorie du Big Crunch.
Hein, si vous voulez, ce serait la théorie. Mais c'est une théorie qui, a priori, d'après les astrophysiciens actuellement, moi je suis pas astrophysicien, je m'intéresse un peu, mais c'est une théorie qui en fait, en l'état actuel, serait pas valable. En fait, elle a été longtemps théorisée, puis maintenant, en fait, on y revient. On dit que l'univers est en expansion perpétuelle. On serait en expansion perpétuelle. D'accord. On l'oppose au Big Bang ou c'est complètement différent? Alors, en fait, si vous voulez, le Big Bang, c'est pas une explosion, c'est une singularité. C'est une singularité qui s'est étendue. C'est comme si quelque chose s'étendait et puis d'un seul coup, il se rétractait. Vous voyez, c'est ça en fait, l'idée de Big Crunch. Big Crunch, c'est l'inverse du Big Bang en fait. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, au lieu que les éléments s'étendent, au contraire, ils se rétractent. Et donc, la matière se contracte et ne forme plus qu'une seule et unique chose pour ensuite. L'idée sous-jacente, c'est qu'en fait, il va y avoir ensuite à nouveau un Big Bang et que ça forme une forme de cycle sans fin, quoi. C'est un peu ça. Ah oui, parce que c'est vrai, vous en soulevez des réflexions dans toutes ces réflexions sur les directions que prennent nos vies sont importantes. Parce que quand on le dit, on pense vraiment à ça, on a des raisons de se dire, ah là là, oui, chacun de nous, on devrait effectivement, à un moment ou à un autre, on s'interroge en disant pourquoi ma vie prend telle direction, pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'introspection du narrateur et des flashs. Donc, c'est ça. Mais après, la question aussi qui me vient quand même, c'est vous demander qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce récit? Est-ce que vous aviez un message à faire passer? Tout du coup, je fais un en deux là. C'est finalement deux questions. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Aviez-vous un message? Et est-ce que j'avais un message à faire passer? Donc, alors, tout d'abord, c'est vrai que donc il s'agit de mon premier roman. Hein, donc, je pense que c'était quelque chose qui était en gestation déjà depuis un moment en moi et qui finit finalement par éclore. Voilà. Après, il n'y a pas eu d'élément déclencheur vraiment significatif, si vous voulez. C'est au quotidien, à force. J'ai toujours plus ou moins écrit des choses. Et voilà, chemin faisant, pourquoi pas finalement s'y mettre, pourquoi pas faire carrément un roman. Et donc c'est comme ça que l'idée, qui était au début était en gestation et très théorique, a fini par germer et se mettre en pratique. Alors maintenant pour l'inspiration, la question de l'inspiration du roman, c'est assez étrange puisqu'en fait c'est un ensemble de recueils d'impressions qui ont forgé ce roman au départ. Hein, la pulsion narratrice du roman, c'était vraiment, notamment quand on lit le début du roman avec les collines de Lyon, Alangui, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti quelque chose d'assez mystérieux, notamment de nuit, quand j'étais sur les collines de Lyon, où je faisais entre autres de la course à pied. Donc, cette impression-là de la ville un peu alanguie, alors que là, ça se passe de jour sur la scène que je décris, mais ça m'a donné un fil directeur. Et en fait, on parle souvent des influences qu'ont les romans sur le cinéma, mais inversement, c'est un roman qui effectivement m'est venu pas mal comment dire, d'influence cinématographique, et notamment, entre autres, hein, pas uniquement, mais le film Mulholland Drive de David Lynch, où la première scène est justement sur la colline du Mulholland Drive. Alors après, pour ce qui est toujours donc de la conception du roman, au début, ça peut paraître complètement barjot, mais au début, j'avais fait un premier chapitre qui était un biopic sur Savonarola, Jérôme Savonarola, donc qui a instauré donc théocratie en Italie, et bien sûr c'était un portrait plutôt à charge. Et puis après l'avoir écrit, l'avoir partagé avec des amis, l'idée m'est venue qu'en fait ce que je voulais écrire c'était quelque chose justement qui prenait le biais, le contraire en fait de cette de l'idée de théocratie qui avait été instaurée par Savonarola. Voilà. Après c'était l'impulsion première. Alors pour ce qui est du message. Alors, un roman, c'est vrai que c'est plusieurs messages à la fois, je crois, en fait. C'est un ensemble d'impressions. Il est vrai, vous avez parlé donc de la modernité, du fait de prendre un peu de recul aussi par moment par rapport à la vie active, à la vie de l'instantanéité. Et donc, le message en fait partie.
c'est-à-dire de se remettre pas forcément à toujours être dans l'introspection, parfois, bon, bah, ça peut être utile. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit, donc en ce qui concerne le narrateur, c'est le message, c'est qu'il faut, bon, il est au mi-temps de sa vie, il se pose des questions métaphysiques, et ben il fait les choses en fait, il tente quelque chose, voilà. Il se trouve que là, la narration passe par le biais du libertinage, mais ça pourrait être autre chose. Mais il avait quelque chose en lui qu'il voulait faire et il l'a fait. Alors en définitive, c'est comme tout, une fois qu'on a fait les choses, après, c'est beaucoup plus, voilà, on les appréhende d'une autre manière et puis ça ne veut pas dire qu'ils restent dans ce schéma-là, quoi. Mais voilà, au moins, il est allé au bout de quelque chose et quelque part, ça rejoint. Il y a un passage, je crois, dans le roman. Enfin, je crois pas, je suis sûr, où on dit qu'en fait, il faut avoir côtoyé l'ombre pour voir la lumière. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée du roman. C'est qu'en fait, ok, quitte à aller même dans quelque chose de proscrit, d'un peu sombre, autant y aller pour éviter justement que ça prenne des proportions qui ensuite ne seraient pas gérables. Donc voilà, l'idée c'est d'aller au bout des choses, d'où le côté un peu no limite du roman, mais c'est un no limite qui est justement fait paradoxalement pour revenir plus ou moins dans les clous en définitive. C'est ça, c'est ça. Et puis ça répond de toute façon au dicton. On dit souvent l'expérience, la meilleure expérience de la vie, c'est l'expérience personnelle. Ça répond Absolument. au dicton, c'est ça. Aller pour se retrouver, il se cherche, il ne sait pas trop, alors il fait ses petites expériences et puis bon, lui-même après il se retrouve. S'il a fait ce qu'il voulait faire, c'est ça le plus important finalement. C'est ça le plus important. C'est ça. Il s'est accompli et l'accomplissement, bah forcément, passe. Enfin, après, je ne sais pas. Tout le monde a des schémas de vie complètement différents. C'est pas un jugement de valeur, c'est pas une théorie absolue. Mais à mon sens, l'accomplissement passe par des chemins parfois qui sont pas forcément rectilignes. Ça passe par des expérimentations, des choses qui ne sont pas forcément, voilà. C'est pas comme sur ce qui est écrit, c'est pas théorique. Voilà, c'est pas théorique. C'est effectivement, ça se pratique. Ça passe par un certain empirisme, quoi. Super. En tout cas, c'est vraiment un beau récit. C'est un beau récit. Et comme je dis, le volume, c'est un format poche. Vous voyez, on le glisse facilement dans le sac et puis il se lit. Il se lit très bien. Pour un premier roman, c'est super, hein? C'est vraiment super. Merci, merci. Voilà. Alors, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on se procure votre roman, Monsieur Vaillant? Oui, alors en fait, il est disponible donc pour les habitants de la région Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes. Il est disponible dans le centre culturel Leclerc de Tigneux. Par ailleurs, il est accessible sur l'ensemble des plateformes Fnac, Amazon, de Citre pour les bibliothèques locales, Kobo. Maintenant, moi, je vous recommande, si toutefois la lecture de ce roman vous intéresse, si vous voulez en savoir un peu plus, lire des extraits et éventuellement donc le commander, je vous recommande d'aller sur le site de la maison des éditions Estelas pour la simple et bonne raison que les frais de port ne vous sont pas décomptés. Donc, vous le paierez au même prix que dans n'importe quel magasin où il aurait été présent, sans que les frais de port ne vous soient appliqués. Hein. Donc, pour cela, vous allez sur Google, Sarah Bondionnaise Estelas Édition, puis vous tombez dessus, et voilà, vous pouvez lire des extraits et voir. Et je précise que donc, il sera aussi disponible prochainement au Centre Cultura de Champagne au Mont-d'Or, mais là, c'est toujours donc pour les résidents donc de la région lyonnaise, puisque j'y serai en dédicace, donc le vendredi 2 septembre. Voilà. Ah oui, super, hein, voilà. Mesdames et messieurs, hein, vous avez bien entendu et on pense que le message est vraiment bien passé. Voilà, Sarabande lyonnaise, lisez-le, il est facile à lire. Le message il y a pas, est-ce qu'il y a vraiment un message en tant que tel? C'est plutôt des sujets de réflexion. Des sujets de réflexion. Comme dit Monsieur Vaillant, il ne dit pas ce qui est bien, il n'est pas là pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est à chacun de nous de voir. Alors, quand on lit un livre comme celui-là, forcément, on s'interroge. On s'interroge en disant, voilà, quelle direction prend ma vie, vers où je vais, tout ça.
on se pose forcément des questions sur, tout ce qui est métaphysique ou existentiel, comme vous voulez. Voilà, c'est ce qui est intéressant là-dedans. Il pousse à réflexion, ce livre. Voilà, mesdames et messieurs. Et surtout, n'oubliez pas, après avoir lu le livre d'un auteur, n'hésitez pas à aller sur les pages les sites de vente des auteurs ou alors sur les pages Facebook des auteurs, parce que beaucoup d'auteurs aussi ont des pages Facebook. Allez sur les sites de vente, les pages Facebook, laissez vos avis après avoir lu les livres. C'est vraiment très important pour les auteurs. Voilà. Donc, nous vous remercions, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à vous, monsieur Vaillant. Vraiment, merci. Merci pour ce Merci livre. À vous. Merci beaucoup. Bien passé. Et puis, voilà. On se dit donc à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Nous venons donc d'avoir cet échange très, très intéressant avec monsieur Pierre-Yves Vaillant. Ce roman, en fait, suscite en nous des questions, comme il dit, métaphysiques, existentielles, dans la mesure où le narrateur, déjà, tout au long du livre, fait une introspection. Il observe des personnes autour de lui. Et après, se pose des questions. C'est quoi la finalité? En fait, où vont nos vies? On vit pourquoi? Voilà. Quelles sont les directions que prennent nos vies? Et donc, il nous communique effectivement ces questions. Qu'est-ce que c'est que le progrès? C'est quoi les corollaires de la modernité? C'est l'efficacité, c'est la vitesse. On vit à un rythme pas possible. Il faut avoir un bon travail, être efficace au travail. C'est la brutalité, parce qu'on voit ce qu'il y a autour de nous. Hein. On voit comment le monde vit avec toutes ces guerres, cette brutalité autour de nous. Nous vivons dans une époque qui glorifie le capital. Capital égale pouvoir. Et c'est eux. Ils ont le capital. C'est les personnes qui ont le capital, qui ont le pouvoir apparemment, qui décident de tout. Qui décident ce qui est conforme, ce qui n'est pas conforme. Alors le narrateur s'interroge en disant, bon, s'il n'a rien, est-ce que c'est un raté? On dit à des personnes ratées parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas le capital. Étant ratés, on attend rien de la vie finalement. Ben, il y a tant qu'à faire. Vivre les petits plaisirs de la vie au quotidien. C'est ce qu'ils décident de faire, de vivre ces petits plaisirs au quotidien de la vie. Puisque bon, n'ayant pas le capital, n'ayant pas le pouvoir. Hein, parce que dit capital, dit pouvoir, et donc ils soumettent ceux qui n'ont pas le capital. Voilà, il faut se référer au conformisme, il faut vivre dans ce monde conformiste, il faut faire ceci, ne pas faire cela. Et voilà, c'est des questions qu'on se pose effectivement. Où vont nos libertés? Ça rappelle justement ce dicton, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Les conquistadors des temps modernes qui ont le capital, hein, il en parle dans les ducs, c'est eux qui ont le capital, qui ont tout. Et puis parallèlement, il y a les ratés, les chômeurs qui n'ont pas grand-chose, mais qui doivent respecter, voilà, ce que les gens qui ont le pouvoir décident. Finalement, comment vivre heureux? On vit heureux comment? Le narrateur décide de vivre ce petit bonheur quotidien. Voilà. Le roman est intéressant. Il est vraiment intéressant. Il faut le lire et puis réfléchir et puis voilà, se faire s'approprier. Merci à vous. Nous vous remercions de nous avoir suivis et n'hésitez pas, vous aimez Parlons de livres, likez, abonnez-vous, partagez et laissez des commentaires. À très bientôt. Merci.